Un nouveau mouvement s'oppose à la réforme constitutionnelle en cours au Togo. Il s'agit de 12 partis politiques et des organisations de la société civile à l'instar de la CDPA, ADI, CAR, Kamessou, Galaxy, La Racine, entre autres, qui viennent de rejeter encore une fois la réforme constitutionnelle qui instaure la 5e République. Ces entités signent une déclaration conjointe baptisée Déclaration du 20 mars. Ce regroupement de partis politiques et organisations de la société civile dénonce l'absence de consultation du peuple sur un changement aussi fondamental, ce qui selon eux constitue un crime imprescriptible contre la nation. Les signataires de cette déclaration dite du 20 mars annoncent un vide juridique pour compter du 4 mai 2025 et réclament l'instauration d'une transition politique. Ils demandent également aux autorités togolaises d'organiser sans délai des assises nationales inclusives. Rappelons qu'il y a de cela quelques jours, l'ANC, les FDR ainsi que le Front citoyen Togo Debout ont eux aussi constitué un regroupement pour s'opposer au changement de régime politique qui selon eux vise à prolonger le pouvoir du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Une mission du Fonds monétaire international FMI est actuellement en visite à Lomé et y restera jusqu'au 28 mars 2025. L'objectif de cette visite est d'évaluer les progrès réalisés par les autorités togolaises dans le cadre du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit qui a été signé en décembre 2023. Durant ce séjour, la mission rencontrera divers responsables gouvernementaux et aura des discussions avec des acteurs du secteur économique et financier. Ces échanges permettront d'évaluer plusieurs aspects clés de l'économie togolaise, notamment la croissance à court et à moyen terme, l'évolution de l'emploi, la production agricole et manufacturière, ainsi que les tendances en matière de consommation et d'investissement. Un autre point important des discussions concernera les finances publiques. La mission analysera la mobilisation des recettes fiscales et la gestion des dépenses publiques. Elle évaluera aussi l'impact des réformes engagées par le gouvernement togolais et leurs effets sur la stabilité budgétaire. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la deuxième revue du programme appuyé par la Facilité élargie de crédit, suite à une première évaluation réalisée en mars 2024. Cette première revue avait permis le déblocage de 58,7 millions de dollars en faveur du Togo dans le cadre d'un accord global d'une durée de 42 mois pour un montant total de 390 millions de dollars. Cette mission a pour but de déterminer si ces fonds ont effectivement contribué à l'amélioration de la situation économique et des finances publiques du pays. Au terme des discussions, une restriction préliminaire des conclusions sera présentée. Celle-ci inclura les recommandations du FMI et proposera des perspectives sur l'évolution économique du Togo en tenant compte des engagements pris par les autorités. Le rapport mondial sur le bonheur, édition 2024, publié sous l'égide des Nations Unies, dresse un panorama contrasté du bien-être à l'échelle mondiale. Il révèle un recul du Togo dans l'indice global de bien-être. Le pays occupe désormais la 127e place sur 147 pays évalués contre la 124e place sur 143 en 2023. Cette baisse souligne les défis persistants en matière de qualité de vie et de satisfaction des Togolais. En Afrique, le Togo se situe derrière plusieurs pays du continent. L'île Maurice est le pays africain le mieux classé, occupant la 78e place mondiale grâce à un niveau de vie relativement élevé et une stabilité sociale. À l'inverse, la République démocratique du Congo figure parmi les derniers du continent, illustrant des conditions de vie plus précaires. Ce classement montre que plusieurs nations africaines offrent un cadre de vie perçu comme plus favorable que celui du Togo. Le rapport évalue le bonheur des populations à partir de plusieurs indicateurs clés. Parmi eux figurent le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et la perception de la corruption. Ces critères permettent de mesurer le bien-être global en tenant compte à la fois des aspects économiques, sociaux et institutionnels. Au niveau mondial, la Finlande conserve son titre de pays le plus heureux pour la 8e année consécutive, suivi du Danemark et de l'Islande. À l'opposé, l'Afghanistan occupe la dernière place
reflétant des conditions de vie extrêmement difficiles. Ces résultats rappellent l'importance des politiques publiques pour améliorer la qualité de vie et renforcer le bien-être des populations. Quatre ministères togolais ont décidé de réglementer de manière plus stricte l'émission de bruit au Togo. Il s'agit du ministère de la Sécurité, de l'Environnement, de l'Administration territoriale et celui de la Santé. Dans un arrêté conjointement signé, ces ministères sont revenus sur les activités humaines qui génèrent du bruit, leurs conditions d'installation ainsi que leurs zones d'installation. Selon le nouvel arrêté, le seuil de sonorité maximale est fixé à 70 décibels en journée de 6h à 22h et à 55 décibels dans la nuit de 22h à 6h pour les activités émettant du bruit. Ainsi, l'émission du bruit est interdite dans les bars, buvettes, restaurants, hôtels et établissements de commerce de 12h à 14h30 puis de 22h à 9h. Exceptionnellement, lors des activités officielles ou lors des activités qui jouissent d'une autorisation du gouverneur, du préfet ou du maire de la commune, le bruit est toléré. Cependant, ces seuils de sonorité ne s'appliquent pas aux activités religieuses à l'occasion des festivités et des célébrations religieuses officielles. Le contrôle du bruit émis par les sources fixes ou mobiles incombe désormais au gouverneur, au préfet, au maire, à la police environnementale, à l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, aux unités de la police et de la gendarmerie. Ils sont aussi à même d'infliger des amendes aux auteurs de bruit. Par ailleurs, l'arrêté soumet désormais l'implantation des scieries, des moulins, des bars, des restaurants, des hôtels et des lieux de culte à l'autorisation obligatoire du service technique de leur ministère de tutelle. Depuis quelques années, le Togo est confronté au phénomène de changement climatique extrême. Dans le but de lutter contre ce fléau, l'Assemblée nationale togolaise a marqué un tournant décisif en adoptant un projet de loi dédié à la lutte contre les changements climatiques. En effet, les effets des changements climatiques sont déjà palpables au Togo, où la population est confrontée à des inondations, des sécheresses, l'érosion côtière, ainsi qu'à des vagues de chaleur et des vents violents. Face à ces défis, le pays s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience de ses concitoyens. Cette nouvelle législation vise ainsi à établir un cadre juridique adapté pour un développement durable, résilient face au changement climatique. Le projet met ainsi l'accent sur des mécanismes d'adaptation et d'atténuation en intégrant des investissements ciblés dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il prône également une valorisation du potentiel économique des services écosystémiques. En outre, cette transition écologique est perçue comme un moteur du développement durable qui pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives d'emploi dans des secteurs émergents tels que les énergies renouvelables, la gestion des déchets et l'efficacité énergétique. Le Togo semble ainsi s'orienter vers un avenir plus vert et résilient à la hauteur des défis environnementaux de son temps. Une remorque transportant du ciment a percuté plusieurs véhicules à l'arrêt avant de prendre feu. L'accident s'est produit mercredi sur une autoroute très fréquentée près du pont Niaya. Au moins 8 personnes ont perdu la vie. Les services de secours indiquent que la remorque fonctionnait au gaz naturel comprimé. L'incendie qui a déclenché la cause des multiples accidents a été aggravé par le gaz naturel comprimé utilisé pour alimenter les remorques. Le feu s'est propagé très rapidement, piégeant de nombreuses personnes qui étaient à l'intérieur de leur véhicule. 6 victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital, mais n'ont pas survécu. 2 autres sont mortes jeudi des suites de leurs blessures. Au Nigeria, les accidents de camions sont fréquents en raison du manque d'infrastructures. C'est un témoignage qui a saisi plus d'un Guinéen lors du procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. À la barre, Fatoumata Bari, qui a été violée et violentée,
et la seule victime a refusé le huis clos. Ils ont pris un couteau. Ils ont déchiré mon pantalon. Molestée puis violée par un groupe de militaires ce jour-là, Fatoumata Bari est encore hantée par l'événement. C'est le bois là qu'on a pris, le bois. Après on a tiré mon pantalon, on a pris le bois. C'est là-bas qu'on m'a cogné. On peut frapper d'abord avant de commencer l'acte. 8 mois après le verdict, elle n'a toujours pas été indemnisée par les agresseurs condamnés. Elle a subi des blessures sur ses parties intimes qui ne se referment toujours pas faute de traitement médical adéquat. Ça ne suffit pas. C'est ça que je prends comme calmant actuellement. On espère d'avoir cet argent-là, c'est pour notre traitement. Parce que c'est à vie maintenant. Notre vie est devenue un handicap. Notre vie n'a plus de sens. Si on gagnait quand même cette réparation-là, on allait survivre jusqu'à le jour, parce que chacun va mourir. Face à la lenteur de l'appareil judiciaire pour verser les réparations, Maître Desba, coordinateur des avocats de la partie civile, relaie l'incompréhension des victimes. C'est vrai, la décision n'a de valeur que si elle est exécutée. On ne peut pas dire qu'on a un grand espoir puisque l'État traîne les pas. À l'ouverture du procès, on nous avait parlé d'un montant de 19 milliards. On ne sait pas qu'est-ce que ce montant est devenu. Donc on ne peut pas aujourd'hui être totalement pessimiste, mais on est mesuré dans l'optimisme que nous devons avoir. Selon ce juriste indépendant, des failles dans le verdict rendent la décision de justice inexécutable en l'état. La difficulté se trouve maintenant dans la personne désignée pour exécuter cette obligation. Les personnes qui ont été indexées dans cette affaire, qui ont fait l'objet de condamnation, c'est sur leur tête qui porte la charge des réparations. Sauf que ces personnes-là ne sont pas forcément solvables. D'ailleurs, c'est ce qui a suscité beaucoup d'interrogations chez les observateurs. Pourquoi les parties civiles n'ont pas demandé la réparation à l'État? Étant donné que ces personnes-là étaient en situation de responsabilité, ils avaient des pouvoirs de l'État. Donc l'État aurait pu être assigné avec eux, au moins dans la partie indemnisation, que l'État soit invité à faire cette mesure-là. Sauf que ça n'a pas été la demande et le juge, étant tenu par la demande des parties, ne pouvait pas de sa propre initiative condamner l'État. Les avocats des accusés ont interjeté appel à la condamnation de leurs clients. Pour l'instant, aucune date pour ce procès en appel n'a été annoncée. A annoncé avoir repris ce vendredi le palais présidentiel à Khartoum et plusieurs ministères après une bataille intense contre les paramilitaires des forces de soutien rapide. Des images diffusées par la chaîne saoudienne Al Arabiya montrent des soldats soudanais pénétrant dans le palais républicain de Khartoum, symbole majeur du pouvoir dans la capitale. 2 ans après le début du conflit, l'armée soudanaise se félicite d'une avancée stratégique et promet de poursuivre son offensive pour reprendre l'ensemble du territoire. Dans une déclaration diffusée par la télévision d'État, Nabil Abdallah, porte-parole de l'armée, a expliqué que l'armée soudanaise a complètement détruit les combattants et les équipements des FSR et que de grandes quantités d'armes et de matériel de guerre ont été saisies. Alors que des images circulent montrant des soldats célébrant leur victoire au cœur de Khartoum, les forces de soutien rapide contestent cette avancée et assurent avoir infligé de lourdes pertes aux forces régulières. Les FSR conservent toujours des territoires dans la région du Darfour et d'autres zones de l'ouest du Soudan où la guerre continue de faire rage. Cette guerre civile qui dure depuis 2023 a déjà fait plus de 28 000 victimes et forcé des millions de personnes à fuir leur foyer. Les estimations des ONG et de l'ONU évoquent un bilan encore plus lourd, notamment parmi les populations les plus vulnérables. De chez eux, dans la périphérie d'El Amra, à une trentaine de kilomètres de Sfax, dans l'est de la Tunisie. Ils viennent de Sierra Leone, de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali et sont coincés ici, alors qu'ils rêvaient d'Europe. Depuis 2023 et le raidissement des autorités tunisiennes, beaucoup moins de bateaux parviennent à quitter la côte pour l'Italie. Alors ces migrants se sont organisés. Des tentes bricolées par centaines et des mosquées, des cafés-restaurants, des magasins. Pas d'école en revanche pour les nombreux enfants qui vivent ici. L'essentiel pour survivre et se rendre le moins possible dans la ville d'El Amra, à 2 kilomètres de là. Car la cohabitation avec les locaux est toujours plus difficile. Lorsque l'on sort à l'extérieur du camp, on est brutalisé, molesté, embêté par les citoyens et par la police. Ce n'est pas vraiment leur faute. On doit juste être patient et faire preuve de détermination pour atteindre le continent où on a toujours rêvé d'aller.
Les conflits avec les forces de l'ordre, la population locale, sont récurrents. Et les vidéos de ces tensions circulent sur les réseaux sociaux, récupérées par ceux qui en appellent à un traitement digne et humain de ces personnes, ou au contraire par ceux qui développent des thèses racistes sur leur présence. Fatou Silla a 32 ans. Elle a eu le malheur de tomber enceinte sans être mariée. Il y a 3 ans, reniée par sa famille, elle quitte son pays, la Guinée, son bébé sous le bras, et rejoint la Tunisie. Elle sort le moins souvent possible du camp, après de mauvaises expériences au marché de l'Amra, notamment. Il y a un Tunisien qui est sorti devant moi et puis il a commencé à faire des simagris. Puisque je ne l'ai pas remarqué et regardé, il a pris de cailloux et puis il a commencé à me jeter. Jusque ici, là, ça m'a fait blesser. Dès que tu rentres, ils vont commencer à faire des pics, soi-disant tu vas venir voler quelque chose ou bien tu vas faire quelque chose. Et puis dès qu'on te voit, on prend leur fleur et puis ils mettent comme ça, comme si tu sens. Certains trouvent encore du travail en ville. Avant, ils étaient nombreux à y habiter. Ils louaient à plusieurs de petits logements à El Amra. Mais les autorités font désormais la chasse aux propriétaires qui acceptent des locataires subsahariens. Il y a eu un tournant début 2023 lorsque le président Kais Saied a désigné les migrants comme complices d'un complot visant à modifier l'identité arabo-islamique de la Tunisie. Les organisations internationales, l'OIM, le HCR ou locales qui leur venaient en aide ont déserté la zone. Et les migrants se sont établis loin des regards. Il existe désormais une quarantaine de camps comme celui-ci, installés dans des oliveraies autour d'El Amra. Le problème est que cette terre, ces arbres, il y en a 350, ont un propriétaire, Arselen Ben Farhat. Professeur d'université à la retraite, il a hérité de cet oliveraie de son père et s'en veut terriblement de ne pouvoir l'exploiter, d'avoir dû renvoyer les ouvriers agricoles qui y travaillaient. Il en veut aussi beaucoup aux autorités de ne pas avoir réagi dès les premières installations de tentes sur ces terres. Il multiplie les recours sans résultat. Ces gens, je n'ai absolument aucun lien avec eux. Je ne les connais pas. Je les considère comme des victimes, mais je suis aussi devenu leur victime. La victime des victimes. Je suis en train de me détruire, de m'auto-détruire. En ce moment, c'est la période de la taille. Comment puis-je tailler mes arbres alors qu'il y a une tente sous chacun de mes oliviers ? Pour les organisations qui travaillent sur la migration, comme le FTDES, la Tunisie est dans une impasse en abordant la question migratoire par le seul prisme sécuritaire. Une approche encore renforcée par un accord signé avec l'Union européenne en juillet 2023, qui a pour objectif de réduire les flux migratoires clandestins vers le vieux continent en échange d'une aide financière de 150 millions d'euros. Et que la Tunisie applique avec zèle. L'État tunisien a consolidé ses ressources logistiques et matérielles dans le cadre d'opérations de surveillance des côtes, ce qui lui a permis de réduire le nombre d'arrivées. On sait qu'en 2024, le nombre d'arrivées irrégulières dans l'espace Schengen a diminué de 37%. En Italie, plus particulièrement, il a baissé de plus de 55%. Et le nombre d'arrivées irrégulières via la Tunisie a, lui, diminué de plus de 80%. Ces chiffres attestent de l'engagement de la Tunisie dans cette stratégie. Les voix critiques dans le pays, notamment au sein de la société civile, dénoncent une politique du chiffre pour faire plaisir à l'Europe au mépris des droits humains. Le cours de l'or a chuté vendredi, entraîné par le dynamisme du dollar américain. L'indice du billet vert a progressé de 0,23% à plus de 104. Ce renforcement de la monnaie américaine a eu un impact négatif sur les cours de l'or, alors que jeudi, le lingot enregistrait des sommets à plus de 3 000 $. Maintenant, une tendance observée depuis le début de la semaine, avec une progression d'environ 15%. Une hausse nourrie par plusieurs facteurs. La demande formulée par les banques centrales concernant ce métal, l'incertitude économique à l'échelle mondiale observée l'année dernière, mais pas seulement,
l'or est aussi considéré comme une protection contre l'inflation. Le regain de tension dans le Moyen-Orient a aussi aidé à propulser le prix de ce métal, alors qu'il protégerait contre les turbulences politiques et économiques, suffisant pour que les analystes parient sur une hausse à venir de ce produit. Le pétrole est aussi logé à la meilleure des enseignes. Les cours du brut ont augmenté vendredi. À l'origine de la tendance, les sanctions contre l'Iran annoncées jeudi par le Trésor américain et les réductions de la production décidées par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés. Son plan prévoit des réductions mensuelles entre 189 000 et 435 000 barils par jour jusqu'en 2026. Conséquence, une hausse éventuelle du Brent et du WTI d'environ 2%, la plus importante depuis le début de l'année. 35 dans la cuisine d'Ami en banlieue de Dakar. À quelques minutes de la rupture du jeûne, cette mère de 4 enfants termine les derniers préparatifs pour le repas du soir, appelé Ndogou au Sénégal. Au menu ce jour-là, des dattes, des frites, des boissons chaudes et quelques viennoiseries. Toute la petite famille se réunit ensuite dans le salon et se retrouve après une longue journée de privation. On mange beaucoup, on boit beaucoup. Toute une journée, on est resté sans manger, faible, et notre corps est épuisé. Comme la plupart des Sénégalais, cette famille privilégie en plus des plats traditionnels les aliments sucrés pour faire le plein d'énergie, mais aussi satisfaire les papilles des petits comme des grands. C'est le moment où on se fait plaisir, mais aussi on a envie de faire plaisir aux enfants. C'est une dimension religieuse, mais en dehors de cela, il y a l'aspect familial, cordial, convivial. Au Sénégal, la consommation de sucre connaît chaque année une forte hausse pendant le ramadan. On en vend en moyenne 25 000 tonnes, soit environ 1,5 kg par habitant. Pour les spécialistes, manger trop sucré ou trop gras, même un mois par an, comporte pourtant des risques importants pour la santé. On prend du sucre, mais beaucoup de sucre, surtout les sucres dits rapides, dans la soirée. Le corps va prendre cet excès de sucre dont il n'aura plus du tout besoin. Il va le transformer en graisse. On se retrouve avec certaines personnes chez qui il y a des pathologies comme le diabète ou l'hypertension artérielle qui se révèlent pendant le mois de Ramadan. Pour aider les fidèles à mieux manger, certains nutritionnistes proposent des alternatives équilibrées pour le ndogou. Dey Khadidia a créé des box salées et sucrées qui allient plaisir et diététique. Là, vous avez une box sucrée. Nous avons des gâteaux avec de la patate douce et de la pomme. Et les cookies aux pépites de chocolat sont faits avec de l'avoine. Côté salé, Dey Khadidia recommande de limiter les fritures et les cuissons à l'huile. Elle conseille aussi de commencer par une soupe pour bien s'hydrater et faire le plein de nutriments. Les premiers aliments qu'on va manger sont vraiment déterminants sur la manière dont le corps va les utiliser. C'est là qu'il est encore beaucoup plus important de vraiment choisir ce qu'on va manger. Quelques ajustements dans l'assiette, mais une tradition du partage qui, elle, ne change pas. La fin du ramadan est prévue le 30 mars.